c'est Manon de la boîte à bac et aujourd'hui on va remonter ensemble aux causes d'un événement majeur de l'histoire française, la Révolution française. Bientôt ce sera la Révolution française. Les hommes naîtront libres et égaux en droit, quelle que soit leur couleur et leur religion. Et vont couper la tête à tout le monde. On date généralement la Révolution française à 1789, mais en réalité, elle s'étale sur ce qu'on appelle la décennie révolutionnaire de 1789 à 1799. Pendant cette décennie, la France subit de profondes transformations sociales et politiques. On repense complètement l'idée d'État, on passe par ailleurs d'une monarchie de droit divin à une monarchie constitutionnelle, puis à une république. Pourtant, pendant toute cette période, les révolutionnaires peinent à s'accorder sur une seule et unique vision de la France et de l'État qui devrait être instauré et repensé après la Révolution française. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va se demander quelles sont les grandes causes de la Révolution française, quelles sont les grandes étapes qu'il faut retenir pendant cette décennie révolutionnaire et surtout, comment l'idée d'État est-elle repensée pendant cette décennie. Pour cela, nous allons d'abord étudier dans cette vidéo la fin de l'Ancien Régime et les événements marquants de l'année 1789, puis la mise en place de la monarchie constitutionnelle, ses conséquences et ses critiques. Dans les deux prochaines vidéos, nous verrons tour à tour la Première République française, de 1792 à 1799, puis Napoléon, son consulat et son empire de 1799 à 1815. Évidemment, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à la commenter et à partager. Ça permet de soutenir notre travail et de nous aider à continuer de créer du contenu de qualité sur le programme du bac. Tu peux aussi aller voir notre site internet laboîteabac.fr où tu trouveras nos kits bac de français, d'histoire géo et de philo pour réviser la méthodologie et tous les cours du programme à l'aide de techniques de mémorisation innovantes et efficaces. Je te conseille également d'aller t'abonner à notre page Instagram, c'est là que tu retrouveras véritablement toutes les infos de la boîte à bac, notamment le coffret d'HGGSP qui sort bientôt et que j'ai co-rédigé et qui sera du coup forcément formidable, et notre application qu'on va lancer sous peu. Quel événement déclencheur met en marche la Révolution à l'été 1789 ? Alors déjà, en début 1789, le roi de France et de Navarre est Louis XVI, et ce depuis 1774. La France est alors dans ce qu'on appelle une monarchie absolue de droit divin, ce qui signifie que Louis XVI, représentant de Dieu en son royaume, peut littéralement faire tout ce qu'il veut, mener le pouvoir à sa guise, et ce, sans que personne ne puisse vraiment y redire. Alors qui va être roi ? Pourtant, dès la fin des années 1780, le régime de Louis XVI connaît alors une crise multiforme, et c'est cette crise qui mènera par la suite aux événements révolutionnaires. La crise commence par être économique, elle devient sociale, puis politique et financière. On dit d'abord que la crise est économique et frumentaire. En effet, cette année-là, à cause de mauvaises récoltes, les céréales se font de plus en plus rares dans le royaume. Cette crise, qui de base est liée aux pénuries alimentaires, c'est pour ça qu'on dit frumentaire, devient petit à petit économique parce que les prix augmentent. Du pain, du pain, Du pain, du pain. Tu vas ouvrir, profiteur. On va te faire ton affaire si tu vas pas. En parallèle, on trouve aussi une crise sociale en France à cette époque. La France sort de ce qu'on appelle le siècle des Lumières, ce qui veut dire que les philosophes ont largement remis en question toute l'injustice du système social de l'époque, et notamment les privilèges de la noblesse et du clergé. Les tensions sont donc croissantes entre la bourgeoisie d'un côté, c'est-à-dire la partie la plus riche du tiers-état, celle qui avait accès au savoir et à l'éducation, et de l'autre côté la noblesse qui s'accroche de plus en plus à ses privilèges. Pour finir, la France de 1789 connaît également une crise financière qui petit à petit dégénère en crise politique. En effet, face à la crise économique liée aux pénuries, le budget de l'État est complètement réduit. Or, les dépenses de celui-ci restent pourtant énormes, notamment à cause des dettes contractées sous les rois précédents, mais aussi des dépenses de l'armée et de la cour. Pour y faire face, le roi décide alors d'instaurer un nouvel impôt. Sauf que le problème, c'est qu'à cette époque, l'impôt, plus personne n'a les moyens de le payer, puisque la crise touche l'ensemble de la société, et pas seulement le roi et sa cour. Paris à fin. Évidemment, cette mesure est hyper impopulaire, et notamment auprès de la noblesse, qui pour la première fois a à payer l'impôt également. Toute cette espèce de crise multiforme peine à être résolue par le pouvoir royal. C'est pourquoi, en 1788, Louis XVI a une idée, il va convoquer les États généraux. Les États généraux, qu'est-ce que c'est ? C'est une assemblée faite de représentants de chacun des ordres de la société, c'est-à-dire la noblesse, le clergé et le tiers-état, qui vont se réunir dans l'idée de résoudre certains problèmes en particulier. En l'occurrence, ce que Louis XVI ne savait pas, c'est que ces États généraux allaient être les tout derniers de l'Ancien Régime. Ils se réunissent d'abord le 5 mai 1789, avec comme grande ambition de résoudre la crise financière, voire même plus si possible. Je crois que les trois ordres ici réunis coopérons pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin. Lors de ces états généraux, le peuple voit aussi une première occasion d'exprimer des mécontentements face au régime en place.
En effet, les députés des États généraux ont le droit de ramener ce qu'on appelle des cahiers de doléances, qui permettent donc de regrouper toutes les demandes des habitants de leur province. À cette session, les députés sont environ 1300, tous réunis dans une salle à Versailles. Un quart environ représente le clergé, ça fait 331 députés, un quart représente la noblesse, 311 députés, tandis que la moitié des députés présents le sont pour le tiers-état, 654 députés. C'est quoi le tiers-état? Génie français, Tous ceux qui ne sont ni nobles, ni prêtres. incomparable. Cela fait beaucoup de monde. Cependant, le système de vote par ordre signifie que chaque ordre a le droit à une voix. Ainsi, bien qu'ayant plus de députés que les deux autres ordres, et bien qu'il représente 96% de la population, le tiers-état ne compte que pour un tiers des votes finaux. Comme tu t'en doutes, ces états généraux ne se passent pas vraiment comme prévu. Le roi semble très peu ouvert au changement, ce qui déçoit les contestataires, les tensions sont présentes et les débats sont vifs. À ce moment-là, on a donc d'un côté le roi, qui lutte pour faire passer ses idées, tandis que de l'autre côté, les députés du tiers-état réclament l'abolition du vote par ordre pour le remplacer par un vote par tête. Cela signifierait que chaque député aurait une voix, donnant ainsi une majorité au tiers-état. Pour résumer, l'événement déclencheur qui met en marche la révolution à l'été 1789 est la crise multiforme que le pays traverse à cette époque. La crise est d'abord économique, elle est sociale, puis financière et politique, ce qui fait que le roi décide de convoquer les États généraux en mai 1789. Cependant, le déroulement même des États généraux fait débat, puisque les députés du tiers-état réclament l'abolition du vote par ordre pour le remplacer par un vote par tête. Comment les États généraux évoluent-ils en révolution politique ? Tout d'abord, face au refus du roi d'abolir le vote par ordre, le tiers-état propose aux deux autres ordres de le rejoindre afin de former une grande assemblée qui représenterait les intérêts de toute la nation. La partie la plus libérale du clergé accepte de rejoindre cette grande assemblée proposée par le tiers-état. Ensemble, ils forment l'Assemblée nationale qui représente 96% de la population, comme ils le soutiennent dans leur discours. On a là le premier coup de force révolutionnaire. C'est un bouleversement juridique qui se joue, puisque pour la première fois, le peuple est moins divisé en trois strates qu'uni face au pouvoir royal. C'est également la première fois qu'on fait passer la souveraineté nationale avant la souveraineté du monarque, ce qui fait que, évidemment, Louis XVI n'approuve pas vraiment cette initiative. Il fait alors fermer la salle. Leurs actions sont illégales. Pardonnez-moi, sire. Il semble que la situation requiert la diplomatie et non pas l'affrontement. Vous pourriez risquer beaucoup. L'autorité est tout ce qui nous reste, monsieur Necker. L'autorité, donc l'obéissance, et par la force, si nécessaire. Quelques jours plus tard, le 20 juin 1789, dans une nouvelle salle de Versailles qu'on appelle la salle du jeu de paume, les députés du tiers-état sont rejoints par ceux de la noblesse et du clergé. C'est là qu'ils prennent ensemble l'engagement solennel de ne pas se séparer tant qu'ils n'ont pas rédigé une constitution. Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. C'est-à-dire un texte de loi qui empêcherait enfin les débordements absolutistes du roi. Face à cela, le 23 juin 1789, le roi demande la dissolution de cette assemblée qu'il juge complètement illégale. Malheureusement pour lui, la machine révolutionnaire est déjà en marche et son discours n'y change rien. C'est là que Mirabeau aurait, selon la légende, prononcé cette phrase célèbre Que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Finalement, devant la détermination du tiers-état, et constatant chaque jour que cette assemblée en laquelle il ne croyait pas du tout était rejointe petit à petit par des membres de la noblesse ou du clergé, Louis XVI cède finalement le 7 juillet, acceptant la création de cette Assemblée nationale. Les derniers états généraux de l'Ancien Régime prennent donc fin et se soldent de manière assez positive pour le peuple, de moins en moins pour le roi. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que les états généraux évoluent en révolution politique à partir de la création de l'Assemblée nationale. Qu'appelle-t-on les 3 journées révolutionnaires de l'été 1789 ? Après le serment du jeu de paume et la fin des états généraux, la révolution politique est complètement entamée. En plus, avec la création de l'Assemblée nationale, il semblerait qu'assez vite le pouvoir politique puisse revenir aux mains du peuple. Mais que se passe-t-il ensuite ? On connaît tous la date du 14 juillet 1789, la fameuse prise de la Bastille. Mais alors, qu'est-ce qui pousse les révolutionnaires, jusque-là pacifiques et en plus victorieux, puisqu'ils ont eu gain de cause pour la création d'une Assemblée nationale, à aller prendre une prison, usant de la violence pour la première fois ? L'événement déclencheur est le renvoi de Necker, le ministre des Finances du roi, qui était favorable à l'Assemblée nationale. Cela provoque très vite un mouvement de panique au Palais Royal, où le peuple commence à se doter d'armes. Très vite, une armée de citoyens est créée, c'est la Garde nationale. La nation française est donc consolidée, elle est désormais dotée d'une assemblée et d'une armée. Lors du 14 juillet, les Parisiens insurgés et la Garde nationale se rendent à la Bastille dans l'objectif de se procurer des armes.
Cependant, le gouverneur, allié au pouvoir royal, refuse cette demande, ce qui fait que le peuple prend la Bastille de force. Pris la Bastille? Pourquoi? C'est une révolte? Non, sire. C'est une révolution. On promène alors la tête coupée du gouverneur partout dans les rues de Paris, symbole de cette révolution violente qui commence. Cet événement est un tournant puisque c'est la première utilisation de la violence pendant la Révolution et il marque aussi le moment où le peuple signale qu'il est prêt à se battre pour ses idées même si sa vie en dépend. À partir de cette date, c'est le début d'une période qui dure pendant tout l'été 1789, c'est la Grande Peur. Des insurrections et des soulèvements populaires démarrent dans d'autres villes que Paris, des demeures de seigneurs sont attaquées, pillées ou incendiées sans qu'il n'y ait vraiment de réponse du pouvoir royal, ce qui crée un mouvement de panique générale. Ces émeutes sont aussi un signe de l'affaiblissement du pouvoir et finalement de l'effondrement de l'Ancien Régime. Elles se soldent par un autre événement marquant de la Révolution française, l'abolition des privilèges. En effet, pour mettre un terme à cette période de panique, les députés de l'Assemblée nationale décident de voter, dans la nuit du 3 au 4 août 1789, l'abolition des privilèges et des droits féodaux. La Révolution était d'abord juridique, puis politique, elle est désormais sociale. Dans la foulée, le même mois, on adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'objectif est de fonder une nouvelle société sur de nouveaux principes sociaux et politiques. C'est alors qu'on décide de lister les droits naturels de l'homme et surtout de mettre l'accent sur la souveraineté nationale au sens de la détention de l'autorité politique par le grand corps social que forme le peuple, c'est-à-dire la nation. Ce texte, fondateur d'une nouvelle pensée politique, est constitué de 17 articles révolutionnaires qui énumèrent les droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont naturels d'un côté puisque chacun y a le droit par sa naissance, de l'autre côté ils sont également imprescriptibles puisqu'ils ne peuvent être retirés à aucun moment. Parmi les articles les plus importants, on retrouve tout d'abord l'article 1 qui rejoint l'abolition des privilèges. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité publique. Ce texte instaure donc l'égalité civile entre tous les citoyens. Après ça, l'article 4 définit la liberté. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a d'autre borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. On peut donc dire que la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et enfin, avec l'article 9, ce texte enterre également le pouvoir absolutiste, puisque désormais le pouvoir politique ne peut plus procéder à des arrestations arbitraires. Là, je ne vais pas te réciter tout le texte, mais en gros, c'est la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable. Allez, je te laisse tranquille maintenant. Cette déclaration est aussi une déclaration qui désigne les devoirs du citoyen. La liberté n'est pas totale, le respect des libertés individuelles comme la liberté d'expression et d'opinion ne doivent pas troubler l'ordre public et le citoyen est tenu de respecter les lois. Notons tout de même que pour désigner le peuple, c'est à chaque fois le mot « homme » qui est utilisé. En effet, lors de la Révolution française, qui est une étape majeure de l'acquisition de droits sociaux et politiques pour le peuple français, encore une grande partie du peuple est exclue, ce sont les femmes. Enfin, pour être plus exact, elles ont des droits civils, puisqu'elles sont citoyennes, mais elles sont citoyennes passives, ce qui signifie qu'elles n'ont pas de droits politiques. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Un an après la prise de la Bastille, le 14 juillet 1790, on célèbre alors la fête de la Fédération, qui est censée célébrer l'unité retrouvée de la nation après tout le sang qui a été versé à la Bastille. Aujourd'hui, le 14 juillet est la fête nationale en France, mais contrairement à ce que l'on pense souvent, ce n'est pas en l'honneur de la prise de la Bastille, mais bien en l'honneur de ce 14 juillet 1790. On célèbre ainsi l'unité et pas la violence révolutionnaire. Cette date honore finalement la réconciliation entre le peuple et son roi. Louis XVI participe à la fête, il prête même serment à la nation et à la loi. Le climat est donc à l'unité nationale. Tous les Parisiens, amis de la liberté, ont adopté les couleurs de la capitale, le bleu et le rouge. Oui, j'ai remarqué. Mais j'ai fait ajouter le blanc de la monarchie. Excellente idée, monsieur de Lafayette. Excellente idée. À cette époque, les députés travaillent à la rédaction d'une constitution afin de mettre en place une monarchie constitutionnelle en France. En effet, à ce moment-là, le peuple ne vise pas encore à se défaire de son roi. On l'aime, on l'apprécie et on veut le garder au pouvoir. On veut simplement plus de droits. Avec ces 3 journées clés de l'été 1789, l'Ancien Régime s'écroule petit à petit et progressivement, le sujet du roi devient un citoyen. En France, c'est du jamais vu et c'est le début d'un renouveau politique profond. Donc finalement, ce qu'on appelle les 3 journées révolutionnaires à l'été 1789, c'est d'habitude ce qu'on désigne par l'événement Révolution française. Il s'agit d'abord du 14 juillet 1789 avec la prise de la Bastille et l'éruption de la violence dans la Révolution, puis la nuit du 3 au 4 août 1789 avec l'abolition des privilèges et des droits féodaux, et enfin le 26 août 1789 avec l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pourquoi passer à la monarchie constitutionnelle ?
Après l'été 1789, le système politique est complètement en train d'être remodelé. Maintenant, il s'agit de décider de ce qu'on va faire de toutes ces nouvelles libertés. Certes, on est tous d'accord sur le fait qu'il faut limiter le pouvoir du roi, mais comment est-ce qu'on fait concrètement ? Pour le pouvoir législatif, c'est simple, on le donne à l'Assemblée. Mais qu'est-ce qu'on fait du pouvoir exécutif ? Est-ce qu'il doit revenir au roi ? Ou est-ce qu'on doit, comme le préconisent les Jacobins, passer directement à une république ? À savoir qu'à cette époque, il faut comprendre que le roi n'est pas du tout un personnage détesté en France. On veut pas encore du tout lui couper la tête ou alors lui faire son procès. En fait, on aimerait pouvoir limiter son pouvoir, mais tout en collaborant avec lui, en créant quand même un régime où on pourrait le garder à sa tête. C'est pour ça qu'environ un an après, le 3 septembre 1791, on adopte la nouvelle constitution qui a été rédigée pour cette nouvelle monarchie constitutionnelle. Le roi fait le serment de la respecter et même de protéger l'Assemblée nationale. Donc tu l'as compris, c'est une victoire pour le peuple. On a enfin réussi à limiter le pouvoir du roi, on a acquis des droits politiques et sociaux, plus de liberté, plus d'égalité, et pour autant le bouleversement n'est pas total puisqu'on garde le roi et que c'est la monarchie constitutionnelle. Dans cette monarchie constitutionnelle, le roi n'est plus roi de France, mais il est roi des Français. Il voit donc ses pouvoirs limités. Désormais, la souveraineté nationale est permise par l'existence d'une assemblée législative qui est donc élue et qui a les pouvoirs de voter les lois, le budget et la guerre. Par contre, la nation souveraine, donc le corps des citoyens, n'est composé que de citoyens masculins payant des impôts et de plus de 25 ans. Ça fait seulement 4,3 millions d'électeurs sur une population de 28 millions de personnes. Le roi, lui, nomme les ministres et il conserve son pouvoir exécutif en faisant appliquer les lois. Il dispose également d'un droit de veto, ce qui signifie qu'il peut s'opposer sans restriction ou sans aucune justification à n'importe quelle loi votée à l'Assemblée. Donc à ce moment-là, sur le papier, tout semble bien aller, on est d'accord sur tout. Et pourtant, la monarchie constitutionnelle est loin de faire l'unanimité. D'abord pour le roi. Donc finalement, à cette époque, pourquoi installer une monarchie constitutionnelle et pas une république ou une démocratie ? La raison est simple, le peuple aime encore son roi. C'est pourquoi on pense que grâce à la séparation des pouvoirs, on peut obtenir une limitation au pouvoir royal avec le pouvoir législatif qui serait donné à l'Assemblée nationale, censée représenter les intérêts de la nation. Quelles sont les raisons de l'échec de la monarchie constitutionnelle ? La première raison, c'est que le roi y semble plus ou moins opposé. Il abuse systématiquement de son droit de veto, ce qui fait qu'il bloque l'usage du pouvoir de l'Assemblée nationale. La deuxième chose, c'est que le roi est également soutenu par les contre-révolutionnaires. Ce sont d'un côté les nobles, qui n'acceptent toujours pas l'abolition des privilèges, mais également des contre-révolutionnaires religieux, qui considèrent que la révolution est allée beaucoup trop loin à l'encontre du pouvoir religieux et du caractère sacré de l'autorité du roi, qui est, on le rappelle, avant la Révolution, le représentant de Dieu sur terre. Et oui, en effet, à cette époque, la question religieuse est encore un problème. Le pape est hostile à ce qu'on appelle la Constitution civile du clergé, un texte qui a été signé en 1790. C'est un texte de loi qui a été rédigé par l'Assemblée nationale et selon lequel désormais les prêtres doivent être élus par les habitants de leur paroisse et doivent prêter serment à la Constitution qui vient d'être écrite et adoptée. Le pape, qui semble y être opposé, appelle donc tous les prêtres à refuser de prêter serment, et malheureusement il sera suivi par bon nombre d'entre eux. Après ça, face à l'évolution du régime, le roi prend une décision qui constituera un grand tournant dans les rapports avec son peuple. Il décide, à l'été 1791, de fuir Paris. Prenez bien soin de mon pauvre Versailles. Et il part avec sa famille vers Varennes. Malheureusement pour eux, ils sont retrouvés et ils sont ramenés à Paris en tant que prisonniers par la garde nationale le 21 juin 1791. Honnêtement, c'est probablement là la grande erreur du roi. Avant cela, on souhaitait le maintenir au pouvoir, on le rappelle, le peuple aimait encore son roi, mais à partir de sa fuite à Varennes, la confiance est rompue. Avant sa fuite à Varennes, on ne mentionnait pas encore explicitement la nécessité de passer à une république. Mais à partir de ce moment-là, les débats reprennent de plus belle à l'Assemblée et la grande question se pose, qu'est-on censé faire du roi ? À l'Assemblée, on trouve d'un côté les députés modérés qui continuent de vouloir faire confiance au roi et donc le garder au pouvoir. De l'autre côté, on trouve les députés radicaux, comme Robespierre, qui sont pour la fondation d'un régime sans autorité royale du tout, c'est-à-dire cette fameuse république. Les débats sont vifs au sein du peuple également. En juillet 1791, des manifestants se rendent sur le Champ de Mars à Paris afin de protester contre le maintien du roi au pouvoir. Lafayette ordonne à la garde nationale de tirer sur les révolutionnaires et c'est l'événement qui signe véritablement la fin de l'unité révolutionnaire. Tout le monde n'a plus le même avis sur comment la révolution doit se dérouler et tous ces désaccords commencent véritablement à se faire dans la violence. C'est à ce moment-là qu'une troisième menace vient s'ajouter face à la monarchie constitutionnelle. Pendant que le peuple est encore en train de se demander qu'est-ce qu'on va faire du roi après cette fameuse fuite à Varennes, les puissances européennes commencent à s'en mêler. Les souverains des pays européens prennent alors la défense du roi, craignant de leur côté une contagion révolutionnaire de leur pays et puis probablement s'identifiant eux-mêmes à la figure du roi.
Il menace alors la France d'invasion dès l'été 1791. Dans ce grand contexte de tumulte et d'instabilité, la Constitution est quand même adoptée en septembre 1791. Pourtant, ça ne résout rien aux tensions. L'événement qui marque l'apogée de ce climat insurrectionnel est la prise des Tuileries le 10 août 1792. Ce jour-là, les Parisiens insurgés prennent connaissance d'un manifeste du chef de l'armée prussienne qui promet de lourdes représailles au peuple français si jamais la famille royale est attaquée. L'insurrection attaque le palais des Tuileries où le roi habite à ce moment-là et fait environ 1000 morts. Le roi, lui, parvient à se réfugier à l'Assemblée nationale avec sa famille, puis le peuple l'enferme dans la tour du Temple. Messieurs, je viens ici pour éviter un grand crime. Je pense que je ne peux être en sécurité que parmi vous. Et c'est cette journée insurrectionnelle qui met véritablement fin à la monarchie constitutionnelle. Environ un mois après, la France devient une république. On trouve donc plusieurs raisons à l'échec de la monarchie constitutionnelle en France à ce moment-là. Tout d'abord, le roi ne semble pas vraiment la soutenir et utilise systématiquement son droit de veto. Ensuite, le roi semble soutenu par bon nombre de contre-révolutionnaires, soit des nobles, soit des religieux. Et enfin, la France est déstabilisée par les menaces des puissances européennes qui craignent une contagion révolutionnaire au sein de leur propre pays. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, c'était ma première, donc n'hésite pas à mettre plein de pouces bleus pour que je puisse revenir faire plein de vidéos avec la boîte à bac. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!